Merci d'avoir choisi TV5 Monde. Nouveau journal, bienvenue à vous. À la une en Afrique du Sud, l'ultime voyage de Nelson Mandela, de retour à Kounou, son village d'enfance. C'est dans quelques heures qu'aura lieu son inhumation dans le jardin de son ancienne demeure, dans l'intimité de sa famille. En Colombie, manifestation de soutien au maire de Bogota, Gustavo Petro. Cet ancien guerriero a été limogé pour avoir commis des erreurs dans la gestion de la collecte des ordures. Ses partisans crient à la chasse aux sorcières. Et puis en Centrafrique, le président de transition Michel Djotodia se dit prêt à discuter avec les milices chrétiennes. Au menu, leur amnistie et leur représentation dans le gouvernement à l'heure où lynchage et représailles se multiplient. Le monde entier a les yeux rivés vers l'Afrique du Sud pour accompagner la fin de la longue marche de Nelson Mandela, une marche vers la liberté qui a commencé à Kounou, son village d'enfance où aura lieu dans quelques heures son inhumation et la boucle sera bouclée en attendant les derniers adieux à travers le monde continu comme ici sur la plage de Copacabana au Brésil. Le dernier voyage de Nelson Mandela. Le voici de retour sur la terre de ses ancêtres. Honneur militaire, instant solennel. Sa femme Graça Machel et son ancienne épouse Winnie saluent le cercueil drapé des couleurs sud-africaines. 10 jours que le monde entier s'incline sur sa dépouille et aujourd'hui c'est au tour de sa région natale. Descendu des collines verdoyantes, une interminable chaîne humaine. Acclamer le père de la démocratie et dire adieu à l'enfant du pays. Nous sommes très reconnaissants qu'il soit rentré dans sa modeste région natale. La plupart de nos dirigeants négligent leurs ancêtres. Dans la foule, le visage de cet enfant. Sifa Mandela a 14 ans et il voulait absolument vivre ce moment. Je suis très heureux de l'avoir vu passer, même si c'était rapide. Mon cœur s'est mis à battre très fort. Je lui ai dit adieu et merci. Mandela a vécu à Kounou jusqu'à l'âge de 9 ans. Il reposera au pays de l'innocence, à 900 km de Johannesburg et à des années-lumière de la politique et des célébrités. L'eau courante et l'électricité ne sont pas encore ici une évidence. Nous retrouvons Sifa Mandela chez lui avec sa grand-mère. Ils ne vivent de rien, mais il va à l'école et il a de l'ambition. Grâce à Mandela, je sais que je suis maître de mon destin et je me sens capable de tout faire dans ma vie. Ma situation n'est pas facile, mais je veux avoir un beau métier, devenir psychologue. Nelson Mandela comme modèle de tous les possibles. Sous ce chapiteau demain matin, les habitants de la vallée regarderont défiler le monde entier pour un dernier hommage à Nelson Mandela, un homme né sur ces terres lointaines et oubliées. Pas de véritable surprise pour le deuxième tour de la présidentielle ce dimanche au Chili, mais une inconnue, l'abstention. Près d'un électeur sur deux s'était abstenu au premier tour du 17 novembre. Un face-à-face 100% féminin donc, et c'est Michelle Bachelet, la socialiste, qui devrait l'emporter haut la main face à Evelyne Matei. Stéphane Leroyer. La question ne semble plus de savoir qui va gagner l'élection présidentielle chilienne, mais en combien de temps l'heureuse élue répondra aux attentes des Chiliens. Avec plus de 46% des voix au premier tour, la grande favorite Michelle Bachelet devrait l'emporter, sauf surprise, et s'attaquer très vite au gros dossier de la réforme de l'enseignement chilien. La crise de l'enseignement au Chili est liée aux prêts que l'on contracte pour payer les frais de scolarité. L'éducation représente de grosses dépenses pour le budget des familles, ce qui fait du Chili l'un des pays où la vie est la plus chère. Dans un ambitieux programme de réforme, la candidate socialiste propose une refondation du système éducatif, visant, dit-elle, à instaurer une éducation publique de qualité au Chili. Réforme de l'éducation couplée à une réforme fiscale, car les étudiants chiliens sont de plus en plus fragilisés par les frais d'université et jouent plutôt la carte Bachelet dans cette élection. Face à une grande compétition dans le monde du travail, je ne suis pas sûre de trouver un emploi avec mon diplôme dans l'environnement social. Ce sera un vrai test pour moi. Depuis 2011, les étudiants protestent et manifestent au Chili pour une amélioration de l'enseignement. Rarement ce second tour d'une présidentielle aura été aussi prévisible, disent beaucoup d'observateurs, qui prédisent aussi une défaite sévère de la droite chilienne.
Aux États-Unis, une minute de silence en mémoire de la fusillade de Newton. Barack Obama et son épouse ont allumé 26 chandelles en hommage aux 26 personnes tuées. C'était il y a un an. Souvenez-vous, un déséquilibré de 20 ans avait ouvert le feu dans une école primaire. Depuis, pas de durcissement au niveau de la législation sur le port des armes. L'histoire s'est donc répétée. Ce vendredi, un tireur a fait 2 blessés dans un lycée du Colorado. Barack Obama, lui, continue à appeler au changement. Nous n'avons pas fait assez pour rendre nos communautés et notre pays plus sûrs. Nous devons faire plus pour éviter que des gens dangereux puissent facilement se retrouver avec une arme entre les mains. Nous devons faire plus pour guérir les esprits perturbés. Nous devons tout faire pour protéger nos enfants. Nous devons tout faire pour qu'ils se sentent aimés et protégés. Et nous ne pouvons pas perdre de vue le fait que les vrais changements ne viendront pas de Washington, ils viendront de là où ils viennent toujours, c'est-à-dire de vous, les Américains. Il s'agit d'un coup d'État contre moi. Ce sont les mots du maire de Bogota, prononcés devant plusieurs dizaines de milliers de personnes venues le soutenir après son limogeage. La justice lui reproche une mauvaise gestion du ramassage des poubelles. Stéphane Leroyer. Même si les banderoles étaient parfois hors sujet, c'est pour défendre bien plus que le maire de leur ville qu'ils sont descendus manifester dans les rues. Depuis vendredi, des dizaines de milliers d'habitants de Bogota protestent contre la destitution du maire de la ville, Gustavo Petro, un symbole de la gauche colombienne. Nos votes doivent être respectés. Nous l'avons élu et nous sommes ici par solidarité avec lui, pour la paix et la démocratie. Nous voulons le dire à tous les corrompus, tous ceux que le maire a battus avec transparence et humanité. Gustavo Petro a été démis de ses fonctions le 9 décembre dernier. La justice l'accuse d'avoir violé les principes de concurrence en retirant des marchés de collecte d'ordures au secteur privé au profit d'une compagnie publique. La condamnation a été prononcée par un procureur général proche des milieux conservateurs de la droite colombienne, ce que dénoncent les manifestants et ce qui semble faire douter le parquet de Colombie qui demande au procureur de lui remettre le dossier pour étudier ses arguments. Tous ceux qui, comme nous, sont pour la paix réaffirment qu'ils défendront ce processus parce que c'est le rôle que nous devons jouer. Quand on fait face à une attitude réactionnaire comme celle du procureur général, nous devons renforcer le processus de paix. À 53 ans, Gustavo Petro est un exemple de reconversion réussie en Colombie. Ancien guerrier des FARC, il est populaire et écouté dans son pays. Les FARC qui négocient toujours la paix avec le pouvoir colombien actuellement. Dans l'actualité européenne, John McCain est arrivé à Kiev, en Ukraine, pour soutenir l'opposition. On le voit d'ailleurs ici filmer la foule sur la place de l'Indépendance. Le sénateur républicain et ancien candidat à la présidentielle des États-Unis a notamment rencontré les leaders de la protestation, mais aussi les membres du gouvernement. Au lendemain d'une double mobilisation, l'opposition d'un côté, de l'autre, les partisans du président Yanukovych. Certains auraient même été payés par le pouvoir pour venir manifester. Grégory Fontana. Rendez-vous place de l'Europe pour mieux lui tourner le dos et tendre les bras à la Russie. Les partisans du président Yanukovych sont venus de l'Est du pays pour marquer à leur tour leur présence, soutenir la vision politique du chef de l'État orienté vers Moscou. Leur inquiétude, notamment, voir le pays sombrer dans la crise en raison des manifestations de l'opposition. La société ukrainienne ne doit pas bouger. Le changement, ce n'est pas pour maintenant. Le Premier ministre, en personne, est venu les soutenir. On nous demande de légaliser les mariages entre personnes de même sexe, de voter une loi pour l'égalité sexuelle. Mais est-ce que notre société est prête pour cela ? Le tout dans un climat de sécurité renforcé. Par peur d'affrontements avec l'opposition, les pro-européens ne sont qu'à une centaine de mètres de là. La place de l'Indépendance, occupée depuis près d'un mois, prend des allures de camp retranché. Face à la menace d'une nouvelle intervention policière, les manifestants ont dressé d'imposantes barricades, barrant l'accès à tout véhicule. Sur le site, tout est organisé pour maintenir la présence des opposants. Nous croyons que nous devons avoir un futur meilleur. Nous voulons vivre dans un pays libre et nous espérons que notre rêve deviendra réalité. L'opposition appelle à une nouvelle journée de grande mobilisation demain, avant une nouvelle semaine qui pourrait être riche en rebondissements. Mardi, en effet, le président Yanukovych sera à Moscou, peut-être l'occasion de signer de nouveaux accords économiques avec la Russie, source de tous ces mécontentements.
Et puis l'Allemagne a enfin son nouveau gouvernement de coalition. Il aura fallu attendre 3 mois de négociations. Les sociodémocrates du SPD ont ainsi dit oui à 76%, de quoi ouvrir la voie à une réélection d'Angela Merkel ce mardi pour un 3e mandat de chancelière lors d'un vote des députés du Bundestag. En Centrafrique, cette main tendue du président de transition Michel Djotodia aux milices chrétiennes. Il se dit prêt à discuter de leur amnistie et de leur représentation dans le gouvernement. Pas suffisant pour calmer les tensions. Les scènes de lynchage se multiplient. Reportage de nos envoyés spéciaux Ilham Taoufiki, Clément Aline et Christophe Arnois. Au quartier combattant, un musulman vient d'être lynché. Des hommes et des enfants surexcités s'acharneront des dizaines de minutes sur le cadavre. C'est un criminel qu'on est en train de tuer là. C'est un musulman. On fait seulement le boulot. Un à un, les convois de la FOMAC, la Force d'Afrique centrale, passent mais ne s'arrêtent pas. Soudain, le groupe se disperse. Ce sont les bataillons tchadiens, redoutés par les chrétiens. Ils ont peur de Séléka. C'est pour cela que quand vous voyez les gens comme ça, il est en train de partir. Les troupes françaises aussi passeront devant la scène sans ralentir. De quoi alimenter encore un peu plus le sentiment anti-français qui se répand chez les musulmans du quartier kilomètre 5. Le militaire français encourage le génocide en Centrafrique. Là, c'est clair et net. Puis la France est en train de regarder et puis ils ne font rien. Les soldats français ont pourtant sauvé la vie d'un imam ce vendredi, mais ils n'en démordent pas. En désarmant les ex-Séléka, la France aurait livré les musulmans, selon eux, à une mort certaine. Nous, on n'a pas de problème avec notre frère chrétien. Mais pourquoi la France est venue nous désarmer? Nous avons accepté. On a cantonné pendant presque une semaine aujourd'hui. Mais pourquoi la France n'a pas arrivé à prendre la sécurité de notre frère musulman? De la rancœur chez les civils, une colère sourde chez les ex-Séléka. Au camp Béal, les anciens hommes forts de Bangui, cantonnés de force, rongent leurs freins. Ils nous ont vraiment humiliés devant la population et devant les anti-Balaka. Vraiment, on avait beaucoup fâché. Mais pour l'actuel, je pense que depuis hier soir jusqu'à aujourd'hui, ils ont quand même changé la modalité de leur travail. Le message en creux, les Français auraient promis aux anciens rebelles qu'ils pourront très vite reprendre l'uniforme, les armes et patrouiller à leur côté. Rien n'est moins sûr au demeurant. Deuxième tour des législatives au Mali, c'est dans quelques heures que les bureaux de vote doivent ouvrir. Scrutin qui devra clore le processus de reconstruction de l'État, une ambition qui ne semble pas mobiliser les foules, d'autant plus que le calme dans le nord du pays est loin d'être revenu. Un nouvel attentat a causé la mort de 2 casques bleus sénégalais, une attaque revendiquée par les djihadistes. Depuis Bamako, la correspondance de David Bachet. Bamako présente ses condoléances attristées aux familles des victimes et signifie surtout à l'ennemi que cet attentat ne fera pas dévier le gouvernement de sa mission de défense de l'intégrité du territoire national. Un djihadiste malien a contacté l'agence de presse AFP pour revendiquer l'attaque au nom de tous les moudjahidines, les combattants de l'Azawad, en réponse aux pays africains qui ont envoyé des militaires pour soutenir le combat de François Hollande. Une revendication qui n'a pas été authentifiée, aucune indication sur le groupe auquel appartiendrait cet homme qui, toujours selon l'AFP, serait passé par plusieurs groupes armés. Depuis ce matin, tous les soupçons se portent sur les islamistes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique ou du Moudjahou, qui sont des habitués de ce genre d'attaque kamikaze. Les rebelles Touaregs du MNLA, dont Kidal est le fief, ont assuré qu'ils n'avaient rien à voir avec cet attentat, un attentat qu'ils condamnent fermement. La Tunisie a enfin son Premier ministre. Les islamistes au pouvoir et l'opposition laïque se sont mis d'accord pour nommer l'actuel ministre de l'Industrie, Mehdi Joma, à ce poste jusqu'aux élections prévues l'an prochain. Il aura notamment la tâche de former un nouveau gouvernement. Alunissage réussi pour la Chine et le plus dur est fait. Le véhicule d'exploration surnommé le Lapin de Jade, déposé par une sonde spatiale chinoise, a commencé son exploration. C'est la 3e nation après les États-Unis et l'URSS à avoir réussi l'exploit. Les ingénieurs du programme lunaire chinois exultent. Il est 14h40, heure française, et la Chine vient de rejoindre le club très fermé des nations ayant réussi à poser un engin sur la Lune.
La sonde Chang'e 3 a quitté son pas de tir dans le Sichuan le 2 décembre. L'alunissage, c'est la phase la plus critique. Elle a été maintes fois répétée sur Terre. Mais la mission va véritablement commencer cette nuit, quand le véhicule lunaire, baptisé le Lapin de Jade, s'élancera seul sur la Lune. Un vrai laboratoire d'analyse géologique monté sur 6 roues, qui doit réaliser des photos en 3D et surtout repérer des gisements d'hélium-3, un élément extrêmement riche en énergie. Capable de progresser de 200 mètres par heure, le véhicule devrait fonctionner pendant 3 mois. Cette mission est cruciale pour le programme d'exploration lunaire. Elle relie les anciens explorateurs et les suivants. Après les Américains et les Russes, les Chinois complètent donc le podium de la conquête de la Lune, 37 ans après le dernier alunissage d'une mission soviétique. Le débarquement du Lapin de Jade est l'étape fondamentale du programme spatial chinois. Pékin espère envoyer un homme sur la Lune à l'horizon 2025. Cette saisie record à présent de cannabis dans le port de Tanger au Maroc. 10 tonnes de résine se trouvaient dans une cargaison de tomates à destination de la France. Alors que le débat sur la légalisation du cannabis vient de faire son entrée dans la sphère politique, voilà une nouvelle qui servira d'argument tant pour les détracteurs que pour les défenseurs de cette option. Connaissez-vous le voguing, ce phénomène artistique mêlant danse, beaucoup de mise en scène et un peu d'exhibitionnisme, un mouvement né dans les prisons américaines et très prisé dans les milieux noirs et gays des années 80 et n'est jamais trop tard. 30 ans après, les vogueurs débarquent à Paris. Je vous laisse découvrir. Entre eux, ils appellent ça le voguing. Et si c'est avant tout à l'origine une danse qui parodie les poses des mannequins du magazine Vogue, c'est aussi et surtout un combat, une battle, où l'on s'affronte corps contre corps et clan contre clan. Et tout ça pour gagner. Attends, c'est qui en film? Toi ou moi? Le voguing, le phénomène en France est apparu il y a 2 ou 3 ans dans la communauté noire et homosexuelle. Voguer, c'est aussi un mode de vie, un besoin de s'affirmer en devenant une figure féminine. Rambina. Ce qui me plaît, c'est le fait de... par exemple, j'ai envie d'être une star, je suis une star. J'ai envie d'être une célébrité, n'importe laquelle. J'ai envie de me prendre par exemple, je ne sais pas, Madonna ou autre. Voilà, je suis Madonna. Parmi les vogueurs, certains poussent l'ambiguïté très loin. Et on ne sait plus trop bien qui ils sont. Je suis agent d'escale à l'aéroport. Et devant, je travaille. Et bon, voilà, donc j'ai les cheveux courts et je suis un garçon. Et même quand Keyona est redevenu Kevin, il est déjà en train de penser à la prochaine rencontre. Avec son copain Lionel, ce qu'ils aiment dans le voguing, c'est la flambe. Ah, moi, il faut qu'on me voit. Oui, il faut qu'on me voit. Si on me voit pas, je participe pas. Voilà. Même si j'ai pas gagné, c'est pas grave. Faut qu'on dise, ah, elle était là. Elle était là. Voilà. T'imagines? Il faut voir, parce que quand je vois Eva Haga... Ici et là, entre Paris et banlieue, ils sont aujourd'hui une trentaine d'adeptes du voguing. Des charmeurs marginaux qui se réfugient volontiers dans leur monde de paillettes et d'apparence. Un univers underground, étonnant, dont ils sont les seuls à maîtriser vraiment les règles et les codes. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. L'info continue sur notre site internet tv5monde.com. À très bientôt sur notre chaîne.